commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. Ce n'est pas uniquement du terrorisme, c'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Le général François Lecointre, chef d'état-major de l'armée française entre 2017 et 2021, chef du cabinet militaire du Premier ministre sous Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et Édouard Philippe, et aussi, c'est bon de le savoir, commandant du groupement tactique interarmes GTIA2 en Côte d'Ivoire entre 2005 et 2007, eh bien, il n'est pas n'importe qui. C'est pour cette raison que ces propos, prononcés dans le cadre d'une interview au Figaro TV, ont fait l'effet d'une bombe. On les écoute. Je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Vous allez commencer un nouveau cycle d'entraînement, la guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme, c'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord, mais aussi les conditions de travail, nous ferons l'effort. Plus que jamais maintenant, vous faites un avec la population. C'est tout ce que nous recherchons, le lien armée-nation. Continuez à garder cette flamme-là d'unité avec la population civile pour qu'ils puissent vous soutenir. Parce que c'est grâce à eux que nous pouvons combattre aujourd'hui. C'est le peuple qui a compris. Si le peuple n'avait pas compris, on ne pourrait pas vous équiper comme ça. Ce n'est pas possible. Mais les gens ont compris, ils se sont engagés et nous faisons beaucoup d'efforts pour que la capacité opérationnelle ne fait que s'accroître. Donc félicitations, beaucoup de courage et bonne chance pour vos missions futures. Et merci beaucoup à tous. Alors, Augusta, ce qui est frappant et qui témoigne bien du décalage entre les opinions en France et en Afrique, c'est le peu d'écho que ces propos ont eu dans l'Hexagone, inversement proportionnel au bad buzz en Afrique, surtout dans les milieux militants. Oui, merci Théo. En fait, je pense que le général Lecointre exprime tout haut ce que les forces politiques et militaires françaises pensent, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas effectivement la décision de retrait des troupes militaires françaises au Mali, au Burkina, au Niger,
Et puis, de plus en plus, cette volonté qui monte, qui enfle de la part des peuples africains de ne plus être sous la coupe, sous la domination de quelque nature qu'elle soit, et notamment militaire, de la France. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'acceptent absolument pas. Et ça, c'est le pouvoir politique comme le pouvoir militaire, hein. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de distorsion entre les deux pouvoirs en question. Et effectivement, bon, le peuple français n'est absolument pas au fait de ce qui se passe au niveau de la politique internationale de la France. Ce sont des choses qui sont, pour l'essentiel, qui ne sont pas discutées et débattues à l'Assemblée nationale, donc a fortiori au sein de l'ensemble du peuple français. Vous prenez les journaux télévisés des médias mainstream, on ne parle quasiment pas de ce qui se passe au plan international et encore moins de ce qui se passe au niveau du continent africain. Mais du coup, en fait, voilà, des peuples qui parlent la même langue, mais qui n'ont absolument pas le même agenda. Et pendant que certains nourrissent une amertume et une rancœur par rapport à ce type de propos, qui finalement sont des propos d'un afro-pessimisme assez brutal, d'autres ne se rendent même pas compte de ce qui monte à quelques milliers de kilomètres de chez eux. C'est assez paradoxal, finalement. On peut parler la même langue, mais ne pas du tout regarder les mêmes choses. Paradoxal et en même temps compréhensible. Quand vous voyez en France par qui sont tenus l'essentiel des médias, c'est le capital qui contrôle l'ensemble des médias. L'ensemble des médias, de quelque nature qu'elles soient, sont aujourd'hui contrôlés par le pouvoir dominant et les forces économiques qu'ils soutiennent. Par conséquent, ils diffusent effectivement ce qu'ils ont, comment dirais-je, leur volonté de poursuite de la domination et de l'exploitation de l'essentiel de notre continent. Donc, il n'y a rien de très étonnant à cela. C'est-à-dire que ils façonnent effectivement le peuple français à leur manière de penser et à leur volonté de poursuite de la domination et quelque part de la colonisation. Enfin, ce qu'on appelle le néocolonialisme, c'est bien ça. C'est la poursuite de la domination des intérêts du colon sur notre continent, avec bien sûr la complicité de ces pouvoirs de ces pouvoirs nationaux qui perpétuent cet ordre colonial, je dirais. Donc, moi, je pense que le général Lecointre mise sur l'échec de cette volonté souverainiste et de cette volonté de libération à laquelle on assiste aujourd'hui sur le continent. Il mise là-dessus. Il est convaincu que ce sera un échec et que de toute façon les enfants vont revenir à la maison. Voilà, en gros c'est ça. Voilà, on peut le dire simplement comme ça. C'est-à-dire que le désordre va continuer au Sahel. Les groupes djihadistes, et je pense que ils vont peut-être s'y employer d'ailleurs, hein, ces forces, disons, il faut appeler un chat un chat. Les forces impérialistes vont peut-être y travailler encore de façon redoublée en soutenant tel ou tel groupe qui va effectivement déstabiliser, etc. On voit aussi ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire du côté d'un certain nombre de pays qu'on ne peut absolument pas soupçonner de remettre en cause l'ordre néocolonial, bien au contraire, qui sont des appuis très déterminants dans la région. La Côte d'Ivoire, le Togo, on en parlera tout à l'heure, etc. Et donc, je pense qu'il y a tout un jeu là qui se mène et qui contribue à maintenir l'ordre établi malgré le sursaut auquel on assiste aujourd'hui de la part des peuples et notamment de la part de la jeunesse. Et donc, eux ne gobent absolument pas ça. Hein, pour parler un peu trivialement, ils n'acceptent absolument pas d'être ce revers de l'histoire qui les boute hors de nos pays et hors de nos frontières. Ça, et ils misent sur l'échec. Et ils misent sur l'échec et sur tout ce qui peut se passer dans la région. Mais j'espère que on peut être quand même plutôt optimiste, je dirais, même si on est loin du bout du tunnel, hein, avec ce qui se passe au Sénégal notamment, et l'audit commandé aujourd'hui par le pouvoir en place, le pouvoir élu démocratiquement en place au Sénégal, qui
commande un audit de l'état des finances publiques. Donc, il veut savoir sur quoi il va engager le pays, sur quoi il va construire des politiques publiques susceptibles de répondre aux besoins du peuple sénégalais. Et pour ce faire, évidemment, il a besoin de savoir ce qu'il y a dans la maison. Voilà. Cédric, alors ces propos, ils t'interpellent forcément. Toi qui travailles sur l'Afrique et en particulier sur le Sahel depuis des décennies, sont des propos catastrophistes, afro-pessimistes et surtout qui donnent l'impression d'espérer le pire pour légitimer une reprise en main militaire. Est-ce que tu as la même vision? Absolument, non. Ce que le général Lecontre a dit est simplement contre l'évidence. Premièrement, il postule que ce qui est en train de se faire aujourd'hui va s'effondrer. Ça ne va mener nulle part. Et les choses vont indiscutablement nous conduire à un échec. Aucun élément objectif ne permet aujourd'hui de dire que des populations qui ont décidé de se prendre en charge vont forcément aller à l'échec. On peut faire le postulat inverse, que les gens vont mettre tous les moyens qu'ils vont faire tout le sacrifice qu'il faut pour que cette volonté souverainiste aboutisse. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le général Lecontre fait comme si la présence militaire française au Sahel a été utile. Au regard, en tout cas, de façon objective, si vous regardez les éléments objectifs, lorsque la France intervient au Sahel en janvier 2013, la menace, le défi sécuritaire au Sahel et la crise ne concernaient qu'à peu près 30% du territoire malien. Lorsque la France s'en va 10 ans plus tard, à peu près, l'insécurité a gagné 80% du territoire malien, s'est exportée au Niger, au Burkina, a menace de s'exporter aujourd'hui au pays du Golfe de Guinée. Donc, la présence a été un échec. Je ne vois pas pourquoi la France reviendrait encore apporter, même si dans l'hypothèse où les choses se font, la présence française n'apporterait absolument rien. En tout cas, la présence telle qu'elle a été faite. Ce qui fait que la théorie du général Lecontre, qu'on la regarde dans un sens ou dans un autre, elle ne tient absolument pas, elle n'est pas solide. Et il y a aujourd'hui ce qui est absolument regrettable. Dans les propos du général Lecontre, ce qu'on constate dans une partie de la classe politique et des milieux militaires, il y a cette incapacité à reconnaître que l'intervention telle qu'elle a été conçue a été un échec. Au lieu de faire le constat et de voir ce qui n'a pas marché, les gens sont encore dans la conviction que la présence a été utile et qu'on sera même obligé encore de la ressolliciter dans 10 ans. Donc, vous voyez, de toute façon, peut-être que ce discours est destiné à l'opinion nationale française pour dire qu'on n'a pas dépensé 8 milliards ou 9 milliards d'euros pour notre présence au Sahel de façon inutile et que ça a été utile et qu'éventuellement on viendrait encore pour sauver ceux-là qui ont besoin d'être sauvés. Mais lorsqu'on regarde les faits de façon objective, et c'est pour ça que, comme vous avez si bien soulevé, ici c'est passé inaperçu. Mais dans l'opinion africaine, et particulièrement au Sahel, où les gens ont vécu dans leur chair l'échec de la présence militaire française, cela a créé une levée de boucliers incroyable, de Niamey à Ouagadougou, en passant par Bamako, partout. Aujourd'hui, il y a une reprobation. Moi-même, j'ai été interpellé par des gens pour dire il faut que vous répondiez. Mais j'espère que la réponse qui sera apportée par les personnes beaucoup plus qualifiées viendront et qu'on pourra, comme vous le faites aujourd'hui, et mettre cette question sur l'agenda pour que les gens sachent véritablement que la France doit avoir l'humilité de reconnaître l'échec de l'intervention qu'elle a faite au Sahel et non pas envisager encore de se mettre en stand-by pour intervenir et sauver ces Sahéliens qui en ont besoin. Alors, Fabrice, c'est quand même fou que ces propos interviennent en méconnaissance totale de la sociologie africaine, notamment de la sociologie politique des jeunes. Ces propos sont littéralement des propos d'un pyromane, en fait, quelque part. Plus que... Alors, autre chose que de la pyromanie, je parlerai de l'infantilisation. Parce que, une fois de plus, le général Lecointre illustre cette France
qui s'est emmuré dans les vestiges d'une certaine, d'un certain déni pour moi de ce qui se passe actuellement au Sahel, mais pas qu'au Sahel en fait. Il ne se rend pas compte à quel point ce désir, cette aspiration à la souveraineté qui pourrait être légitime ou pas, qui pourrait être vrai ou pas, du fait que les gens se sentent dominés, manipulés d'une certaine façon par le néocolonialisme français. Cette aspiration est tellement profonde qu'aujourd'hui, on ne peut pas être à ce point dans le déni. En préparation de cette émission, je suis tombé sur un entretien de Tony Blair. Tony Blair qui... L'ancien Premier ministre anglais. L'ancien Premier ministre anglais qui a quand même un va-t-en-guerre assumé, qui a poussé quand même l'Occident avec les États-Unis à aller en guerre en Irak, en Afghanistan également. Tony Blair, tout Tony Blair qu'il est et qui n'a pas rendu des comptes sur toutes les dérives commises par les armées britanniques en Irak, qui critique la stratégie française au Sahel. Et j'ai trouvé ça quand même assez ironique. Et on est arrivé à un point où la stratégie française est devenue tellement caricaturale que même des personnes qui doivent rendre des comptes, qui doivent rendre des comptes sur leur vision du monde qui a toujours été unilatérale, se permettent de critiquer la France parce que la France n'arrive pas à réaliser qu'aujourd'hui, ce désir d'autonomie, de souveraineté, au-delà même des États de l'AES, parce que cela s'est illustré aussi au Sénégal d'une certaine façon. Il y a une aspiration très profonde à changer de paradigme des relations entre les Africains et la France. Donc, il serait mieux avisé de réaliser cela. Et aussi, alors on a eu une discussion avant cette émission et aussi à juste rester à sa place, quoi, de chef d'État, de chef d'état-major, de militaire, parce que pour moi, et dans les textes, le chef des armées, c'est le président de la République. Au moins dans les discours, Emmanuel Macron veut montrer qu'il respecte, au moins dans les discours, qu'il respecte les choix de ces États, même si au début ça a été le bras de fer, notamment on se souvient lorsqu'il y a eu le coup d'État au Niger, au moins dans le discours, il va devoir accepter, montrer qu'il accepte cette démarche de dire aux armées françaises quitter nos territoires. Maintenant, qu'un militaire se permette d'avoir des positions idéologiques sur la position, sur la stratégie française en Afrique, pour moi, c'est un dépassement de fonction très dangereux et qui envoie un très mauvais signal aux opinions africaines. Justement, pendant qu'on en discutait, moi je disais mon point de vue. Pour moi, l'armée en France, en tout cas dans le cadre de la Ve République, et en ce qui concerne spécifiquement l'Afrique, l'armée n'est pas juste une exécutante, l'armée est un pouvoir. C'est un pouvoir dans un certain nombre de pays, d'anciennes colonies, notamment au Tchad et en République centrafricaine. C'est quasiment... Et le Tchad, toujours l'est, une colonie de l'armée française, plus que de l'État français. Et quand on voit finalement le fait que la politique étrangère, la politique africaine en particulier, soit du domaine réservé du président de la République, on voit aussi que le président de la République a un chef d'état-major particulier qui travaille avec le chef d'état-major des armées. Ce sont eux, avec finalement le conseiller Afrique, ce qu'on appelait jadis la cellule africaine de l'Élysée, qui écrivent quasiment en solitaire la politique africaine de la France. Le Rwanda, le président de la République qui est le décideur final. Oui, mais il décide sous l'assistance. Sous l'influence. L'armée française est un véritable lobby. Et en plus, sous François Hollande, le pouvoir de l'armée s'est renforcé.
plus la diplomatie française s'affaiblissait en Afrique, plus les diplomates du Quai d'Orsay étaient mis de côté, plus finalement les réseaux historiques comme les réseaux Foccart mouraient, plus l'armée est montée en puissance. Et effectivement, l'échec au Sahel, c'est vraiment l'échec de l'armée, parce que c'est l'armée principalement qui a conseillé François Hollande sur Serval, sur l'élargissement de Serval à Barkhane. Et les civils ont été mis de côté. On devait avoir Laurent Bigot comme invité ici, un ancien diplomate. Malheureusement, il n'a pas pu, mais en tout cas, les diplomates ont été mis de côté dans l'élaboration de la politique sahélienne. Pour moi, c'est une vision un peu passéiste quand même des relations franco-africaines, parce que, à mon avis, aujourd'hui, alors même déjà du fonctionnement de l'État français... c'est lui qui est passéiste, c'est pas la vision qui est passéiste, c'est l'État qui est passéiste. La stratégie politique... moi-même. Oui, c'est dit. Oui, c'est dit. C'est après, je veux bien. Non, je pense que vous avez raison l'un et l'autre. Quand on regarde le contexte où la guerre commence au Sahel, en 2013, il faut se souvenir que François Hollande, président de la République, et Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, donc ministre des Armées. Et c'est l'armée qui a pris en main la gestion de cet agenda-là. On a écouté plus l'armée, et c'est l'armée presque qui a dicté l'agenda sahélien. Et vous savez, au point où on avait commencé même à dire que Jean-Yves Le Drian était devenu le ministre de l'Afrique. On écoutait plus ce que je pense, moi, qu'en tout cas, une des raisons de l'échec de la France au Sahel, c'est qu'on a écouté plus le militaire qu'on a écouté les diplomates et le Quai d'Orsay. Or, les diplomates n'étaient pas dans... Les militaires, plutôt, ne considéraient pas que... Par exemple, qu'on devait prendre en compte l'opinion sahélienne. Je donne un exemple qui est anecdotique, que j'ai eu l'occasion même de dire aux militaires français. Vous savez, pendant toute la période où l'armée française a été présente au Sahel, elle ne s'est pas du tout intéressée aux opinions des pays où elle intervient. Lorsque Barkhane a organisé pendant une longue période Barkhane Tour pour montrer aux journalistes ce que l'armée française fait, elle n'a pas pris les journalistes locaux, ni même les journalistes des télévisions et des radios nationales pour montrer, voilà, on est présent chez vous, voilà ce qu'on fait. Ce qui les intéressait, c'était que les gens sachent en France ce que l'armée française fait. Parce que, bon, et ça prouve quand même, si c'était les diplomates du Quai d'Orsay qui le faisaient, ils auraient peut-être eu beaucoup plus de subtilité dans les rapports avec le pouvoir en place, dans les rapports avec... Donc, ça a conduit, et cet aveuglement-là de la France, le fait que les militaires, qui est sans doute un héritage de la période coloniale, où, comme a rappelé Théo, il y avait des territoires militaires et il y avait les colonies. Moi, je viens du Niger. Le Niger était d'abord un territoire militaire. Ça veut dire que les gouverneurs qu'on envoyait étaient des lieutenants, des capitaines, des officiers de l'armée française, le Niger comme le Tchad. Et il y avait à côté de ça les colonies françaises qui étaient la Côte d'Ivoire, la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. C'est par la suite, seulement à partir de 1900, que le Niger est devenu une colonie alors qu'il était d'abord un territoire militaire. Ça veut dire qu'il avait un statut un peu inférieur. Et cet héritage-là a fait que l'armée a encore conservé un peu de pouvoir, un peu d'influence sur les décisions qui concernaient certains pays. Et de mon point de vue, aujourd'hui, si le général Lecointre, qui a dirigé pendant une bonne période quand même, cette période où l'armée française était au Sahel, Serval, Barkhane, etc. Donc il plaide pour lui-même, c'est dit. Quelque part, il plaide pour lui-même, quelque part, il se justifie lui, parce que ce sont eux qui ont conduit la France vers cette impasse. C'est ça. C'est tout à fait ça. Alors, Augusta... Moi, je voulais réagir un peu là-dessus, si vous permettez, mais moi, je pense que fondamentalement, la doctrine reste la même, c'est-à-dire que la domination et l'exploitation du continent. Bon. Après... quand on parle du rôle de l'armée et du rôle de l'État, ce sont des aspects tactiques, je dirais. Mais la stratégie, fondamentalement, est la même. C'est-à-dire il faut maintenir et poursuivre la domination et surtout le pillage de l'Afrique. Donc, je crois qu'après, effectivement, il n'est pas inintéressant ou anodin de discuter qui donne le là ou qui ne le donne pas. Mais fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est quand même le cap qui est le leur et qui reste le même, que ce soit les politiques ou l'armée, leur cap est le même et leur doctrine est la même. Donc moi, je crois que
après, les politiques, évidemment, vont s'appuyer sur les rapports de l'armée, sur ce qu'ils vont apporter comme éléments factuels pour dire il faut plutôt renforcer tel aspect, renforcer la force, renforcer comment dirais-je, nos troupes dans tel pays ou les déplacer dans tel autre ou je ne sais quoi encore. Mais je crois que il est important pour nous quand même de mesurer à quel point leur doctrine est fondamentalement la même. Et c'est ça qui est important. Moi, en tant que militante politique qui agit pour le changement dans notre continent et pour l'avènement de la libération du continent et la prise en main de notre histoire, de nos ressources, de notre culture et de nos forces productives, etc. Je dis que ça, il ne faut jamais qu'on le perde de vue. Et que fondamentalement, ce qui va faire bouger les lignes, sérieusement, c'est notre mobilisation et c'est notre volonté, c'est la volonté du plus grand nombre à faire changer les choses et à ce qu'on impose enfin notre volonté, c'est-à-dire de mon point de vue la volonté populaire, pas la volonté de petits clans, etc. La volonté populaire dans le sens de la satisfaction des besoins des peuples africains, enfin, après plus de 60 ans de prétendue indépendance. D'ailleurs, juste dans la suite de ce que dit Augusta, ça donne quand même tout ce discours donne quand même une sensation de panique parce que on avait entendu quand même beaucoup éculer le discours selon lequel la France pouvait très bien se passer de l'AES, de l'Afrique de l'Ouest, que la question des ressources minières n'était pas importante, on pouvait évacuer tout ça parce que la France avait d'autres partenaires. Et aujourd'hui, une personnalité de ce rang tienne un discours tel que François Lecointre a eu là, ça montre qu'en fait, non, c'est un manque à gagner et que la France se projette en se disant qu'elle aimerait bien retourner à sa place, sa position de domination qui lui permettait de pouvoir mettre la main sur certaines ressources et avoir un certain réalisme sur ce discours-là, je crois que c'est primordial pour ne pas tomber dans une caricature. Et beaucoup ont été dans la caricature en disant ils peuvent changer de partenaire. En fait, on n'en a pas besoin. Le Niger, son uranium, on n'en a pas besoin. On va en trouver ailleurs. C'est beaucoup. Hein. On va en trouver ailleurs. Orano peut se passer peut-être de l'uranium du Niger. C'était complètement idéologique et aujourd'hui on verra, plus le temps passe et plus on se rendra compte aussi que c'était un partenariat qui servait beaucoup à l'État français. Alors il explique que ce sont des raisons environnementales, démographiques, réchauffement climatique. Il ne parle pas d'intérêt. Hein. De toute façon c'est le discours général où finalement ce sont toujours des considérations humanitaires. C'est l'humanitaire qui est mis en avant. Et les autres sont poussés par leur besoin de posséder. Alors, c'est dit que dans les faits, ces propos du général Lecointre ne renforcent-ils pas les pouvoirs militaires au sein de l'AES, voire toutes les théories complotistes qui posent la France en allié des djihadistes? On vient encore d'entendre parler de 2 diplomates français déclarés persona non grata au Burkina Faso pour activités subversives. Comment dire que c'est déraisonnable de penser ainsi quand on entend cela? Effectivement, ça peut alimenter, ça peut accréditer un certain nombre de théories complotistes sur la responsabilité de la France dans la perpétuation du terrorisme, de l'insécurité au Sahel. Je crois que ce type de discours, comme j'ai dit, l'absence d'humilité pour reconnaître qu'on s'est trompé au Sahel et que éventuellement, si même on devait revenir au Sahel, on devait revenir autrement. Et cette posture de ne pas reconnaître que les pays du Sahel sont dans une démarche de prise en main de leur destin et que nous, en tant que France, si jamais on devait apporter notre contribution, on ne peut le faire que dans le domaine qu'eux-mêmes auront choisi, s'ils ont besoin d'envoyer des étudiants. En tout cas, dans une posture d'humilité. Il y a une absence d'humilité dans ce type de discours. Et dans cette posture qui consiste à dire que sans nous, de toute façon, ils ne vont pas réussir et ils vont être obligés de revenir à nous. Donc, cette absence, justement, peut alimenter justement ces théories de complot. Et je crois que
on ne prête qu'aux riches, comme dit l'adage. La France, par sa posture, à mon avis, même si on sort de ça, ça ne pourra pas aujourd'hui la réconcilier avec les opinions sahéliennes. Ce qu'on a appelé le sentiment anti-français de façon un peu raccourcie, en prenant le raccourci, alors qu'en réalité, ce n'est pas un sentiment anti-français. C'est le rejet de la politique française au Sahel, de sa façon de faire. Cette façon arrogante de dire aux gens que de toute façon, vous allez vous effondrer, vous allez être obligés de revenir vers nous. Sans nous, votre destin ne peut pas avancer. Cette posture-là ne va pas améliorer la perception que la France a dans les opinions. Et je crois que, comme on a pu le voir lorsque Emmanuel Macron a dit je réunis mes homologues du G5 Sahel à Paris sans même leur en avoir parlé, ça avait suscité dans l'opinion une certaine levée de bouclier au point où même ceux qui voulaient venir à Paris ont refusé parce que les opinions publiques ont dit vous n'êtes pas de sous-préfet, vous n'allez pas à cette convocation. Donc la France n'a pas intégré tout ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore, pour moi, perçu les signes de Bigot était là. Il allait sans doute apporter sa pierre à ce débat. Elle n'a pas perçu que l'Afrique a évolué. L'Afrique du précaré où on peut téléphoner à quelqu'un pour le gronder, etc. Cette Afrique a changé. Même si les chefs d'État africains le voulaient, les opinions publiques ne pourraient pas l'accepter aujourd'hui. Et parce qu'elle n'a pas compris cela, à mon avis, la France va continuer à perdre progressivement. Ce n'est pas que le Sahel. Demain, il y aura une évolution, y compris dans les pays qu'on ne soupçonne pas. Le Sénégal en est un. Lorsque les gens, la posture souverainiste au Sénégal, les attaques contre Orange, contre Total, contre d'autres sociétés au champ en France, sont des indicateurs dont la France aurait dû et aurait pu se saisir pour éviter justement que par des discours comme celui-là, elle alimente son rejet et elle alimente la perte de l'Afrique subsaharienne au total, pas simplement le Sahel. Alors tout ça me fait penser au livre de Stephen Smith, Négrologie, Pourquoi l'Afrique meurt, paru en 2003. Un livre décliniste qui a précédé le boom de la présence chinoise en Afrique, lui-même suivi par des livres et des reportages irrités sur la Chine-Afrique et ses travers et la Chine qui allait bouffer l'Afrique, ce qui n'est pas arrivé. Et 20 ans plus tard, en réalité, l'Afrique est toujours là. La Chine est présente en Afrique, alors, elle est présente en Europe. Économiquement, quand même, la Chine, en termes de dette, a un petit peu bouffé l'Afrique, il faut le reconnaître. Mais c'est aussi comment dire, ce moment de l'histoire de l'Afrique qui a vu un boom des infrastructures. Avant l'arrivée de la Chine en Afrique, les infrastructures étaient à l'abandon. Le FMI et la Banque mondiale demandaient des politiques d'austérité qui enfonçaient les pays dans la précarité, et la Chine est arrivée avec un autre modèle qui a engagé les pouvoirs occidentaux dans la même course aux infrastructures, et l'Afrique aujourd'hui est beaucoup mieux dotée en infrastructures. Il n'y avait pas eu de chemin de fer en Afrique, peut-être de l'indépendance jusqu'à l'arrivée des Chinois, et le nombre de kilomètres de chemin de fer, le nombre de centrales électriques, notamment le retour des centrales hydroélectriques, c'est la marque chinoise. Les Chinois viennent pour leur intérêt. Ça dépend quand même de quel pays on parle. Hein, on parle de l'Afrique en général. On parle de l'Éthiopie notamment, qui est un pays dont la on n'est pas sur le précaré. Non, parce que l'Afrique ne se réduit pas au précaré français. Mais même dans le précaré français, il y a eu une modification, en tout cas une mise en concurrence des puissances qui a profité in fine à l'Afrique. Maintenant, si les dirigeants africains n'ont pas su tirer le meilleur parti de cela, c'est parce qu'ils sont problématiques. Justement, à mon avis, c'est là où il y a encore beaucoup à faire au niveau des mentalités, au niveau des élites. Le changement de paradigme n'est pas encore totalement passé. Sédic parlait de la fameuse convocation d'Emmanuel Macron au sommet, il me semble que c'était le sommet de Pau, pour parler sécurité du Sahel. Énormément de chefs d'État africains se sont déplacés. C'est-à-dire que tout le monde a été scandalisé, choqué que Emmanuel Macron convoque ses homologues. À son âge, il a convoqué ses grands-pères. Il a convoqué ses pères, ses grands-pères. En même temps, si je peux me permettre d'intervenir. À pouvoir à 90 ans, suivez mon regard. Oui, en même temps, c'est ça, oui. Augustin, effectivement, est-ce que, pour revenir
à cette histoire, à ce pan de l'histoire des idées sur l'Afrique et l'Europe, pour revenir à la phase négrologique en fait de la pensée sur l'Afrique en France. On se rappelle que ce livre avait le prix France Télévisions du livre quand même, un livre qui était faux d'un point de vue scientifique. Qu'est-ce que ça nous dit? Ce qui nous ressort, le général Lecointre, c'est de la négrologie. Absolument. Oui, non. Ce que ça nous dit, c'est que c'est vraiment. Ça rejoint ce que je disais à propos des forces politiques, des forces militaires, etc. Je pense que, y compris les prétendus intellectuels, nourrissent effectivement ce sentiment de comment dirais-je, cette volonté de domination, de perpétuer la domination de l'homme noir, de l'homme africain, et du fait qu'on est de grands enfants absolument incapables d'écrire enfin notre histoire et de se dégager de la tutelle de qui que ce soit. C'est-à-dire que si c'est pas évidemment, on sort. Là aujourd'hui, le grand discours, c'est on sort d'une tutelle pour aller se mettre sous une autre tutelle. Les Russes, les Chinois, etc. Évidemment, quid de la mise en concurrence Il n'y a pas que, il y a les Turcs, oui, etc. Mais ceux dont on parle beaucoup. Et ça fait partie de l'infantilisation. Mais tout à fait. On n'est pas capable de choisir ses partenaires. Absolument. Mais ce que je voulais dire fondamentalement, par rapport à ce que tu viens de dire concernant les pouvoirs politiques en Afrique. L'essentiel des pouvoirs politiques en Afrique sont des pouvoirs néocoloniaux. C'est-à-dire qu'on continue à fonctionner, si on parle du précaré, avec les accords d'asservissement qui ont été mis en œuvre à la veille des indépendances. Et ces accords, dans la plupart de nos pays, enfin ceux qui font partie du précaré, c'est-à-dire des ex-colonies françaises, on continue à fonctionner selon ces accords qui donnent la prééminence et qui continuent à accepter effectivement que la France, dans tous les domaines, économique, monétaire, culturel, institutionnel, etc., soit notre unique modèle et soit notre unique partenaire. On continue à fonctionner selon ce schéma. Et quand on voit la nature des processus électoraux dans la plupart de nos pays, même là où il y a eu des élections, c'est la perpétuation de ces régimes néocoloniaux. Quand ce n'est pas... ils n'ont pas purement et simplement, comme au Cameroun, été installés par l'administration coloniale elle-même. Et là, c'est clair, il n'y a même plus de débat possible.